Ouais, c'est marrant. Donc souvent il y a des thèmes ou des questions. Et puis après, ça s'explore un peu dans toutes sortes de médiums. En fait, ça a commencé parce que je travaillais pas mal comme scénariste. Et je crois que j'avais envie de faire des choses, de créer des mondes. Et donc, le travail de plasticienne a un peu émergé des scénarios. Et avec She Will, c'était intéressant parce qu'il y avait plein de thèmes dans le projet, ça fait des années avec lesquelles je travaille. La thématique des femmes comment on dit, persécutées comme sorcières, les cicatrices, qu'elles soient physiques ou psychologiques, la terre, l'historique de la terre et de la nature, donc tous des trucs que j'explorais avec différents médiums en fait. Ce que je trouve génial avec les films, c'est que c'est la création d'un monde, d'un univers entier en termes du design du son. On a passé beaucoup de temps à essayer de créer le son et la sonorité de la terre en utilisant des sons même d'estomac, des sons de voix, toutes sortes de choses. Puis la musique, les visuels, les costumes, trouver les endroits, etc. Et travailler avec ces images qui sont presque des archétypes en fait. C'est intéressant parce que les images elles-mêmes portent un peu comme au tarot, elles portent tellement un imaginaire en elles que ça devient presque une manière psychologique de parler avec quelqu'un ou presque de communiquer au niveau de l'onirique, oui. Si on pouvait rêver ensemble en fait. Pour le film lui-même, j'ai passé beaucoup de temps à développer tous les différents pour tous les différents départements. Donc même en termes, il y a certains éléments qui sont des VFX, des effets spéciaux, et même de vraiment travailler sur les effets spéciaux de ça. Par exemple, il y a la boue qui progresse, etc. Et donc pour ça, je voulais beaucoup que ça ressemble à ces images volcaniques, de lave qui descend et la manière dont la lave, c'est le centre de la Terre, non, arrive à vraiment imposer tellement de force en fait, tellement de volonté. Le film, c'est vraiment le médium du rêve, non? Donc il y a déjà comment dire, le 1h30, le format, je crois que c'est le format des rêves qu'on a en tant qu'humain, donc quelque chose d'assez merveilleux avec ça. Et même le processus du tournage, c'est un peu comme rêver avec un groupe de personnes en fait. Mais c'est ça, parce qu'en fait il y a quelque chose de tellement beau, je trouve, dans la manière dont l'infiniment grand est le miroir de l'infiniment petit. Et si on regarde au niveau cellulaire de l'humain, c'est presque comme si on regardait les étoiles ou le cosmos. Et dans le scénario, il y avait déjà tous ces trucs abstraits, ces images abstraites. Et ça, en fait, c'était génial parce que j'ai travaillé avec un type incroyable qui s'appelle Michael, qui aime se nommer Michael Surrealist, le surréaliste. Et je l'ai rencontré dans la rue, et c'est un monsieur d'un certain âge qui, en fait, faisait les effets spéciaux pour Nicholas Roeg. Bonne référence. Incroyable, ouais. Et donc il était juste un excentrique et donc qui se baladait, on est devenus amis. Et il n'avait plus fait de film depuis que Nicholas Roeg est décédé. Donc, je lui ai dit, il faut absolument que tu viennes nous aider, il n'y a que toi qui peux faire ces effets, parce qu'il travaille avec un microscope et dans sa cuisine, et c'est avec des liquides pas possibles, et filmé avec des caméras macro, etc. Et donc justement c'est exactement le confluent de l'organique et du métaphysique. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose d'hyper beau dans ce travail microscopique en fait. Ouais, j'adore. Et lui il est génial. Et maintenant il a recontinué, maintenant il est obsédé par les films de nouveau, il parle sur toutes sortes d'aventures. Je crois qu'il va avec Lynn Ramsey dans l'Antarctique. En tout cas, donc il est reparti. Vous l'avez fait renaître. Ah oui, il est génial. Il a 80 ans, il est incroyable. Ouais, c'est marrant parce que moi j'ai l'impression que souvent l'expérience du quotidien,
on n'expérience pas la vie de manière narrative complète. On part d'un moment à un autre, on rêve, ou comme là vous aviez votre lumière, j'étais complètement éblouie. Et finalement, au maximum, je voulais pousser. Pousser une narrative presque dont la logique s'opère au niveau de l'émotionnel, au niveau de l'inconscient presque. Ouais, je crois que c'est clair. Ouais. Et là encore, on voit les affiliations avec Nicolas Roeg justement. Ouais. Je l'adore. Ouais. Y compris dans ce montage particulier du film, le montage qui est de Yorgos. Alors je vais Mavroub Psaridis, c'est bien ça, oui. C'est son travail avec Yorgos Lanthimos qui vous a incité à le... Alors, Yorgos, c'était genre, oui, vraiment le rêve. Et donc, on lui a envoyé les rushs et c'était vraiment le moment, est-ce qu'il va vouloir faire le film, etc. Et oui, donc ça, il a voulu faire le film. Et c'est quelqu'un de super philosophique et vraiment très intuitif et juste un humain incroyable, d'une grande générosité d'esprit. Même maintenant, je dois l'appeler pour juste des conseils de vie. Donc lui, ça lui a parlé, cette expérience. Qui essaye de voir juste ce qui se passe un petit peu, ou qui questionne les limites du réel, de notre expérience du réel. Ça, c'est vraiment le rapport presque un des rapports les plus importants. C'est comme trouver quelqu'un qui va être ses yeux. Donc ça, j'ai rencontré beaucoup de scientigraphes avant de travailler avec Jamie. Et Jamie, il avait fait un film et à l'intérieur il y avait un clip incroyable. C'était sous l'eau et c'était c'est cette personne qui était enfouie sous l'eau et c'était dans les oranges avec une texture hyper belle. Et donc j'étais lui il va être formidable, donc on a discuté, etc. Et il y avait beaucoup de thèmes dans le film qui étaient super importants pour lui aussi. Le rapport entre les deux femmes, etc. Et donc on a développé une esthétique pour le film avec les lenses and the color palette and etc. Mais même après le film aussi, on travaille avec un colorist qui est incroyable, qui s'appelle Joseph et qui est formidable. Et ça, c'est vraiment aussi une partie importante de la photographie en fait. Du côté fantastique en fait. Ouais, du côté très fantastique. Crépusculaire, enfin. Ouais. Exactement, et c'est vraiment genre l'image, et surtout parce que le film a été fait en Angleterre, et il y a une tradition aussi anglaise de cinématographie qui est très différente et pas du tout dans le fantastique. Et donc c'était super important pour moi de pousser l'esthétique pour vraiment créer un monde, un univers, presque un conte de fées en fait. Alors on a travaillé vraiment intensément ensemble, où on s'échangeait des idées, on réécrivait des trucs, je les renvoyais, etc. C'est quelqu'un aussi de très onirique. Je suis très contente parce qu'on a fait Universal a fait un vinyl, donc ça c'était vraiment génial, un vinyle, c'est tellement désuet mais tellement merveilleux, donc c'était super. Et donc dès le départ en fait l'idée c'était de trouver, de donner une voix aux femmes du passé, à la terre, et donc on a utilisé un chœur qui répond en fait à un chœur, à une voix singulière. Et ce qui était super, c'est en travaillant dans l'enregistrement, l'idée donc on voulait vraiment que la voix de la jeune fille au début soit plus fragile et qu'elle grandisse en pouvoir à la fin en fait. Et donc c'était merveilleux de le voir travailler après avec la performer, la jeune fille qui chantait pour évoluer dans la voix, la confiance en fait de la respiration, la confiance de ça, pour réaliser. Donc c'était marrant de le voir travailler presque comme moi je travaille avec les acteurs, de le voir travailler avec ces musiciens comme ça, c'est chouette. C'était génial parce que avant de rencontrer Dario, en vrai,
je pensais que dans mon imaginaire c'était toujours une typographie. Il était abstrait, il était comme un nom sur un poster. Donc de le rencontrer en chair et en os, et puis et d'avoir son soutien, c'était ouais, vraiment incroyable. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu le film, c'est ça? Exactement, et a décidé de le soutenir, et ça a été vraiment un appui génial. Aussi parce que son travail est tellement fascinant, parce que c'est vraiment des créations artistiques, dans le sens où elles existent vraiment à part entière. Le rapport au son, à l'image, à la musique, oui. Ouais, le côté plastique, exactement. Genre comme un Suspiria ou quelque chose qui est tellement génial. Et je pense que il y a un élément de comment on dit, sororité. Oui. Sisterhood. De solidarité, en fait. De solidarité, ouais, qui est important dans le film. Et aussi, je crois que le personnage central a été complètement rendu amer et incapable d'aimer par l'expérience. En fait, ça l'a comme rongé pendant des années. Et donc, cette connexion qu'elle arrive à finalement faire avec quelqu'un d'autre est super importante. Aussi, pour moi, le personnage de Kota, que Kota joue, la jeune femme, c'est quelqu'un qui est non-binaire, qui représente presque une autre route, une autre possibilité, un futur, qui transcende en fait un peu tout ça, un peu d'espoir. C'est le seul personnage sympathique du film aussi. Ouais, l'élément de revanche était important, et c'est aussi presque plus qu'une revanche, c'est comme un flashing out d'un historique. C'est une réappropriation de quelque chose qui nous a fait mal ou qui a fait mal à ce personnage, et de se le réapproprier un peu. Un peu comme la cicatrice physique qu'elle a, elle devient presque Amazon grâce à l'opération. C'est génial. Et c'est drôle parce que souvent tout le monde est mis dans des round tables ensemble, donc c'est assez drôle dans une sorte de gang. Ouais, je pense que c'est marrant, c'est bizarre que le rapport féminin au corps en tant d'expérience d'être femme souvent a beaucoup d'éléments de body horror, juste en termes de réalité. Donc c'est intéressant que traditionnellement ça a été séparé, et que quelque part ces espaces-là n'aient pas été tellement ouverts aux femmes. Ça me semble, moi, complètement naturel. et naturel et authentique. D'ailleurs, Titane, je trouvais ça super honnête par rapport à l'expérience de la violence par rapport au corps, en fait. C'était presque juste honnête. Donc c'était vraiment chouette. Oui, quelque part, alors je sais pas si... Est-ce qu'on peut penser que ce rapport au cinéma de genre féminin est plus autobiographique? Ah, c'est intéressant. De quelle manière que ce sont des histoires que les gens... de la manière où enfin la femme, à travers le cinéma de genre, pourrait déclarer profondément justement son rapport au corps. C'est intéressant. Je sais pas, ça doit être différent pour chaque personne, j'imagine. Mais je pense qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant dans le film d'horreur, parce que... Et c'est vrai que quelque part, parce que ça pousse les frontières esthétiques, ça pousse l'enveloppe narrative de la manière de ce dont quoi on peut parler, ce dont on peut pas parler, et la manière d'approcher certains sujets. Et c'est aussi une manière comme un petit cheval de Troie, où on peut glisser des petits messages différents, féministes ou whatever. J'adore. Enfin, d'abord, ça c'était toujours dans le scénario, et cette idée que j'adore cette idée que quelqu'un qui n'a pas conformé, qui est puni pour ne pas conformer, et on essaie de l'oblitérer en le brûlant. Il y avait des hommes, bien sûr, en brûlant cette figure, mais que quelque part les cendres existent encore dans la terre et attendent en fait leur moment pour pouvoir venir. Je trouvais qu'il y avait une sorte de quelque chose de merveilleux dans cette idée. Puis aussi dans la terre
la terre fossilisée, le peat, non, et qui en soi contient l'univers, non, c'est des trucs préhistoriques, ça existe depuis toujours, il y a quelque chose de tellement fondamental dans ça, donc j'adorais que la terre prenne partie en fait, il y a quelque chose d'assez chouette dans cette idée. Et oui, et cette solidarité du passé presque, des sortes de, comment on dit, des wounds, c'est comme si au niveau cellulaire on porte toute l'histoire des gens qui venaient avant nous, et c'est marrant comme on accepte super facilement l'idée qu'on transmet à nos enfants un code génétique qui leur donne un nez d'une certaine façon, etc. Mais on ne pense pas qu'on leur transmet un code psychologique, alors que évidemment on transmet toutes ces anxiétés à un niveau même cellulaire, etc. Ce qui est super pour la survie en même temps. Donc l'idée qu'à un niveau cellulaire elle peut réclamer presque son historique, je trouvais que c'était intéressant, ça c'était dans le scénario. Et donc oui, donc la sorcière vraiment c'est la femme quoi, enfin ou je sais pas, ou c'est le non-conformisme peut-être, ou peut-être, donc mais oui, c'est intéressant comme depuis les années 70 tous les mouvements féministes en fait ont essayé de réclamer cette figure de la sorcière, et dans le film, enfin, j'adore les contes de fées et la manière de revenir à des images, et que ces images veulent dire quelque chose de différent à chaque fois qu'on revoit l'image. Donc il y a une citation, personne ne sait qui l'a écrit, qui dit Why are we taught to fear the witches and not the people who burnt them? Pourquoi est-ce qu'on nous apprend à avoir peur des sorcières et pas à ceux qui les brûlaient vivantes? Et c'est tellement génial, parce que c'est une citation anonyme, mais ouais, il y a quelque chose d'intéressant, genre culturellement. C'est genre, oh my god, pourquoi on est tellement torturés que. En cela, il y a une filiation avec le film de Eggers, The Witch. Ah ouais. Qui est avec la même figure de libération en fait, je trouve, où effectivement la jeune fille se libère de ça, ouais. Oui, il faut croiser les doigts. Ouais. Mais bientôt, j'espère. Vous ne pouvez pas en parler pour le moment? Je peux pas encore en parler. Bon, la réponse était courte, je peux en passer une deuxième. C'est tellement intéressant. Je pense qu'il y a plein de trucs, non? Déjà, MeToo, c'est un mouvement hyper important et qui transcende un film, etc. Et aussi, quelque part, c'est tellement dommage que ça doive exister, parce que les systèmes législatifs n'arrivent pas à confronter et à redresser des problématiques qui sont importantes. Et donc, du coup, les gens trouvent d'autres manières pour essayer d'adresser un problème. Et donc, j'espère qu'il n'y aura plus jamais besoin. Mais bon, en regardant le monde, on a l'impression que la parole est ouverte, mais vraiment de manière très petite et dans des cadres très limités, et que en fait les forces régressives sont plus fortes que jamais, et que dans 90% du monde on a l'impression de retourner 200, 300 ans en arrière. Donc juste comme un caveat à ça, je pense qu'il y a encore un élément de backlash aussi, et puis dans n'importe qui dit quoi que ce soit, et bon, je sais pas, chacun fait ce qu'ils peuvent par rapport à leur propre expérience et à la manière dont. Mais c'est vrai que peut-être on peut, je sais pas, on peut juste essayer de faire quelque chose qui est authentique à sa propre expérience et compréhension des choses. Hein.